Scrum at Scale, comment gérer les équipes et les objectifs en mode Scrum lorsqu'il y a plus de 2-3 équipes, des interdépendances et des réseaux complexes à mettre en œuvre. Donc, il y a la dimension... là, on nous demande des questions très concrètes. Hein. On n'est pas très loin. Enfin, là, voilà, de toute façon, c'est le sujet de l'agilité à l'échelle qui pointe un peu son nez. Je ne sais même pas s'il faut appeler ça agilité à l'échelle, en tout cas. Du passage à l'échelle où on a plusieurs équipes, plus d'une équipe qui travaille sur un produit. Et donc, on appelle ça le passage à l'échelle avec des problématiques assez spécifiques. Je vais commencer peut-être par un petit lien vers ce que Constantin il a posté ça sur excusez-moi, je me perds dans mes propres mots, sur Twitter. Voilà, où en gros il pose la question de est-ce que ça existe l'agilité à l'échelle? Voilà, c'est une question qui a déjà été abordée par un certain nombre de personnes hein, dans la communauté, notamment des personnes assez réputées. Et voilà, il posait la question de est-ce que vous voulez qu'on en parle sur Scrum Life hein, voilà, donc on vous faisait le petit challenge. Allez, à 50 retweets, on s'y met. Ça marche aussi avec les partages sur LinkedIn. Donc voilà, allez-y. Hein, si c'est un sujet qui vous intéresse, le retweet, partagez-le, demandez à d'autres gens de mettre aussi leur retweet. Et puis, on s'y collera. On essayera, comme toujours, de faire la part des choses entre effectivement ce que disent ces personnes, sachant qu'ils disent diverses choses, hein, et ça change d'un moment à un autre. Et puis surtout notre expérience, notre avis, voilà. Encore une fois, faire la part des choses, pas être tout tranché. Et puis voilà. Bon, donc alors pour revenir sur le sujet lui-même. Le sujet lui-même, voilà, donc les équipes, les objectifs en mode Scrum, lorsqu'il y a plus de 2-3 équipes, des interdépendances, des réseaux complexes à mettre en œuvre. Alors évidemment, il y a des frameworks sur ces sujets-là qui promettent diverses choses. Puisque de toute façon, on a évoqué le passage à l'échelle, donc on peut en parler. Je sais pas, est-ce qu'il y a besoin d'évoquer plus? Ils sont là. Est-ce qu'ils marchent? Je pense que c'est comme tout. Dans le bon environnement, ça peut marcher. Dans le mauvais, c'est plus compliqué. La bonne réponse, elle est souvent très contextuelle. C'est pour ça qu'il y a quand même pas mal de gens qui portent même le hashtag. Hein. Il y a le hashtag NoFramework, porté notamment par Denis Migaud, mais pas que. Constantin aussi. Voilà, qui est cette idée, ça ne veut pas dire que les frameworks n'existent pas, que ça n'a aucune valeur, mais on les prend comme des sources d'inspiration. Voilà, et pas comme, voilà, c'est ça ce qu'il faut faire, c'est prescriptif, tac, tac, tac. Effectivement, le modèle Spotify, alors je fais les guillemets avec les doigts parce que, encore une fois, c'est pas un modèle, c'est un retour d'expérience de comment il fonctionnait à un moment donné. Mais effectivement, quand on voit les vidéos qu'ils font, les vidéos en 2 parties qui expliquent du coup ce retour d'expérience, il est extrêmement enrichissant. Sans vouloir l'appliquer à la lettre, ça donne énormément de pistes très intéressantes sur beaucoup de sujets, sur l'excellence technique, sur la culture d'entreprise et sur le passage à l'échelle avec toutes ces dimensions-là. Parce qu'il y a aussi l'excellence technique à l'échelle, la communication, donc il y a beaucoup de sujets. Donc voilà, donc on a déjà tous ces sujets-là qui peuvent être pris, appliqués ou du moins dont on peut s'aspirer. Il y a des outils un peu plus tout seuls qui traînent, comme par exemple le Scrum of Scrum. Spoiler, ça va être un sujet de bientôt sur Scrum Life. On va évoquer rapidement ce que c'est le Scrum of Scrum. Un petit sujet de base. Où là, c'est un outil qui souvent s'intègre dans un framework plus large. Par exemple, dans Safe, normalement, on a le Scrum of Scrum. Mais on peut aussi l'utiliser tout seul en tant que seul moyen de passer à l'échelle pour instaurer de la communication entre les équipes. Et c'est là le sujet. Hein. Le sujet, c'est comment gérer les équipes, les objectifs en mode Scrum. Voilà. Donc, et finalement, peut-être la vraie question, elle va être... Je vais peut-être faire un dessin. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de dessin. Je vais essayer de vous faire un dessin.
Hop, du coup, il faut peut-être que je me mette en petit, sinon vous n'allez voir que ma tête. Alors, c'est la question en fait, justement dans le comment on gère ce passage à l'échelle. Et alors, il faut aussi que je prenne le bon feutre, sinon ça va être compliqué. Souvent, on va dire, il y a tout un cycle de vie de développement produit. Et souvent, il y a au moins un découpage avec avant, on a une partie un peu conception et puis une partie développement. Développement au sens large, hein, jusque déploiement, etc. Et en fait, le modèle même d'équipe, ça va être un élément de réponse à comment on gère les besoins d'information entre les équipes. C'est-à-dire que je m'explique. Oh, pardon, excusez-moi, je me mélange dans mes fenêtres. Je cherche toujours un peu mon setup. Je suis content de comment ça marche, mais je suis toujours à me chercher un peu. Ah, le modèle feature team, vraiment de base, généralement il est plutôt là. C'est-à-dire que la conception, elle n'est pas forcément gérée vraiment par la feature team. Si on parle par exemple justement de Safe, hein, Safe, on a des équipes, on a potentiellement des component teams, mais aussi surtout des feature teams. Safe, c'est un framework qui est quand même, c'est un framework delivery, quoi. Faut être clair là-dessus. Il est vraiment très 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 orienté delivery, et c'est ça les promesses du framework, et on voit dans la manière dont il est construit, c'est par rapport à ça. Et donc, si on prend vraiment le cas de Safe, hein, c'est effectivement ces équipes, elles sont là pour délivrer. La partie conception, on va pas dire que les équipes ont aucune prise là-dessus, aucun indicateur, aucun input à donner. Normalement, oui, si l'implémentation est très saine. Bon, maintenant, structurellement, on a quand même des équipes d'un côté et une équipe système de l'autre, avec notamment un product manager qui gère la partie exploration en amont. Donc, c'est toujours pareil. Tout est dans la manière dont c'est implémenté. On peut l'implémenter où le product management n'est pas porté que par le product manager, il le fait de manière un peu collaborative, il laisse la main au PO, etc., etc. Voilà, c'est pas forcément une catastrophe. Mais voilà, quand même structurellement, par défaut, c'est quand même pas dans l'équipe. Mais effectivement, vous mettez en place des feature teams et vous vous posez la question, comment on va définir les sujets en amont, avant la phase de développement? On ne sait pas en fait. On ne sait pas, la question elle est simple, hein, elle est très bien, on a des sujets à traiter, il faut faire du cadrage, peu importe, là je prends du vocabulaire un peu cycle en V quand je dis cadrage. Il faut les faire, il faut investiguer le marché, il faut faire des études, il faut faire plein de choses. À qui on les donne? Non mais très bien, on est agile, hein, les estimations, les machins, ça doit être les devs qui vont le faire ensuite qui le font. Mais on ne sait pas quel dev va le faire. Le principe de la feature team, hein, c'est que elles sont un peu interchangeables les équipes. Donc on ne sait pas au moment donné quelle équipe va traiter le sujet. Donc c'est pour ça que par exemple, donc chez Spotify, il y a cette notion de squad. Voilà. Parce que là, du coup, de travailler en squad, en gros, c'est une feature team, sauf que elle va travailler sur un pan fonctionnel du produit sur une longue durée de temps. Ce qui fait que déjà, la partie en amont conception, on a déjà un élément de réponse. Qui va creuser le sujet en amont? Qui va se poser des questions de est-ce que la dernière feature qu'on a mise, elle marche ou pas, comment on expérimente, etc. Là, on a déjà des personnes qui sont dessus. Donc on peut commencer à leur donner le produit. Et là, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que on en revient sur c'est quoi le modèle de passage à l'échelle, justement. Ça, c'est la question qu'on se pose. Comment on gère ces interdépendances? Et en fait, autant ces problèmes-là, on les a surtout quand on est sur, justement, cette notion-là. Où là, on est vraiment en mode... les gars, il y a plein de gens qui vont sortir des choses et potentiellement, ils vont travailler à plusieurs en même temps. Comment ils se synchronisent? Par définition, on se met dans un cadre où on a besoin d'une synchronisation forte. Et donc, si on va au bout de Safe, il y a une certaine logique, une fois qu'on a posé ce cadre-là, à avoir des trucs très lourds comme, justement, le PI planning, etc.
c'est un parti pris, hein. Alors qu'à l'inverse, justement, le modèle Spotify, et après on peut même aller encore plus loin. Si je change encore de couleur, je vais prendre un joli violet. On peut même aller encore plus loin. Par exemple, avec les Impact Teams. Puis après, il y a plein d'autres noms. Où là, c'est une équipe qui est même en charge de faire bouger un KPI. Donc là, on voit bien qu'on est en train d'aller sur du... On gère un produit. Et on est autonome sur ce produit-là. Donc déjà, structurellement, normalement, on réduit les contraintes et les dépendances entre les équipes, puisqu'elles sont de plus en plus autonomes. Alors on imagine bien, c'est clé ce que je dis là, hein. On leur donne aussi les moyens d'être autonomes. L'exemple classique, c'est si on ne peut pas mettre en prod tout seul, ça va être compliqué de faire sa vie dans son coin. Maintenant, c'est effectivement pas forcément une réponse absolue pour tout. Parfois, les équipes ont besoin d'interagir entre elles, parce que même si elles sont autonomes sur leur partie du produit, parce que là on parle de passage à l'échelle, si on est dans un contexte sain, on imagine que c'est parce qu'on est plusieurs à travailler sur le même produit, et c'est pas juste un truc un peu artificiel où on a mis tout le monde dans le même casier, mais en vrai on est chacun sur un produit différent. Donc nous on travaille tous sur le même produit, donc comment on fait pour pas se marcher dessus? Donc si on redépile la vidéo de Spotify, déjà l'excellence technique elle est super importante. Si on parle de microservices, c'est à ça que ça sert, les microservices aussi. Ça sert à vraiment, vraiment séparer les équipes de bout en bout. Pas juste sur on a séparé notre code, mais vraiment on peut le déployer en indépendant sans justement être dépendant des autres et dans les deux sens. On a mis à jour, on n'a pas cassé de dépendance, on n'a pas cassé l'API par exemple, et on fait notre vie, on déploie tout seul, on fait aussi la maintenance de serveurs, on dépend de personne, etc. Donc des patterns, des manières de faire comme les microservices, c'est pas un outil technique. Les microservices, c'est un outil organisationnel. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien dire. J'ai déjà eu des débats là-dessus sur les microservices. Trop souvent, dans les entreprises, le microservice est amené comme un pattern d'implémentation, comme un pattern technique. Genre voilà, tu vois, on a bien séparé les choses, etc. Et souvent, c'est overkill. Si on a juste besoin de séparer les choses, je veux dire, on peut faire des modules, des classes, des trucs. On peut faire un monolithe où tout est bien séparé, en fait. Mais il se déploie tout seul, comme un monolithe. Donc on peut bien faire les choses sans faire des microservices. Et ça a un coût de passer du monolithe au microservice. On a des serveurs distincts, des serveurs indépendants, chacun se déploie, etc. En plus, à chaque fois, on passe par la stack réseau quand on se parle, plutôt que juste un appel de fonction interne. Donc il y a un vrai coût. Ce coût, il est justifié parce que ce qu'on essaye de répondre, c'est pas un problème de clean code ou machin où on sépare les concepts. Ce qu'on essaye de résoudre, c'est un problème organisationnel de dépendance entre les équipes. Bon. Donc déjà ça, donc ça vraiment l'excellence technique, elle est super importante pour réduire déjà les dépendances entre les équipes. Ensuite, au niveau produit, ça peut arriver effectivement que, voilà, là à un moment donné, on est par là, et parce que finalement, autant la dépendance technique, l'excellence technique, c'est plutôt par là potentiellement. Voilà, c'est vers la fin. Là, on nous dit le CI par exemple. Les tests auto sont aussi clés. Globalement, est-ce que j'ai cassé le truc du voisin? Si le voisin il a déjà donné une suite de tests super évoluée, on le sait direct. Donc ça, c'est aussi super important. L'excellence technique, on en revient sur les tests auto et compagnie. Mais voilà, ce qu'on veut dire, c'est que finalement, ça va nous attraper quand il y a le problème plutôt vers la fin. Là, donc ça, très bien. La question, c'est, et si on est plutôt ici? On est au début de la conception. Et là, il y a des dépendances entre les équipes. C'est concrètement, on va changer le produit en parallèle, etc. Et là, il va falloir comment on s'en sort. Et là, c'est vrai que dans Spotify, il y a quand même beaucoup de réponses. On a aussi les notions de chapter ou de guild, ou plus généralement de communauté de pratique. Ça, les communautés de pratique, elles sont super importantes. Et elles permettent aussi de détecter ça.
de détecter aussi bien comment on ne se marche pas sur les pieds techniquement, mais aussi ce qu'on est en train de développer, ce qu'on va développer. Est-ce qu'il va y avoir des influences? Est-ce que ça va marcher dessus? Qui peuvent se concrétiser. Alors, les communautés de pratique, elles peuvent être techniques, mais pas forcément. Hein. Ça peut être aussi une communauté de pratique de Scrum Master, une communauté de pratique des Product Owners. Et la direction produit, elle doit avoir un sens. C'est-à-dire que même dans tous ces modèles-là, où on parle Impact Team, etc., hop, même quand on parle de ces modèles, généralement, il y a quand même une direction. Et elle existe, et elle est transverse, et elle est uniforme, elle est pour toute la boîte. Si on parle encore une fois de l'exemple de Spotify, un exemple d'outil qu'ils ont mis en place, c'est d'avoir une liste unique avec l'intégralité des sujets. Alors on est évidemment à un niveau assez macro, mais voilà, des sujets ou des initiatives qu'on voudrait traiter. Voilà, alors, si vous savez, il y a aussi l'histoire de North Star, d'Étoile du Nord, il y a différents trucs qui se mélangent. Mais donc il y a quand même cette idée de... Déjà, on sait l'ensemble des sujets à traiter et on se les assigne. Donc en fait, déjà à très très haut niveau, on peut commencer à se dire est-ce qu'on va travailler sur les mêmes choses ou en tout cas à anticiper va peut-être y avoir des dépendances, des choses, etc. Et encore une fois, je rajoute les dimensions chapter aux communautés de pratique. Et les gens, ils doivent se parler régulièrement. Ça peut prendre la forme du Scrum of Scrum, où en safe, il y a le Scrum of Scrum, il y a aussi un PO Sync, donc une réunion vraiment orientée côté PO produit. Voilà, ces points réguliers, elles ont du sens. Par contre, elles sont souvent très opérationnelles. Elles n'ont pas forcément cette dimension de prévoir un peu plus large, alors que la communauté de pratique, qui prend du temps, hein, faut pas se leurrer, ça c'est un véritable investissement pour une entreprise. Ça permet aussi de créer du lien, de créer de la stratégie à plus long terme, et puis qu'elle ne soit pas du tout top-down, hein, qu'elle soit pilotée par les personnes des différentes équipes, etc. Voilà. Du coup, j'ai dit beaucoup de choses. En résumé, quoi? Si on résumait, tiens, je vais même l'écrire. Qu'est-ce qu'on a en résumé? Je vais écrire en noir, tant qu'à faire. Oups, si j'arrive à prendre la couleur. En résumé, on a quoi? On a déjà l'excellence technique. J'écris très mal, je m'en excuse. L'excellence technique, voilà, c'est une manière d'automatiser une grosse partie des gestions de dépendance, l'air de rien. Le truc pète, ça me le dit directement. Il y a effectivement des réunions type Scrum of Scrum, donc qui en gros sont des daily transverses. Et finalement, quand on l'écarte un peu plus loin, c'est quoi? C'est communication. C'est bête, mais c'est toujours les mêmes recettes. Hein. Les personnes doivent se parler. Et quand on dit ça, potentiellement, elles ont peut-être aussi un board transverse sur lequel on échange, qui peut aussi beaucoup fluidifier ce Scrum of Scrum, ce daily quotidien transverse, etc. Et il y a aussi, du coup, le périmètre des équipes, voilà, qui, lui, va permettre de réduire les dépendances. J'écris vraiment très mal, je m'en excuse. Ça vaut ce que ça vaut. En gros, c'est ça. Hein. Et voilà, et en fonction des périmètres des équipes, et on peut s'orienter vers des choses plus ou moins lourdes. Voilà, il y a un lien fort hein, entre ces deux-là. Tant qu'à faire, j'ai changé de couleur, ça sera plus beau. Voilà. Oups. Il y a un lien fort hein, entre le niveau de communication qu'on a besoin et le périmètre des équipes. Forcément, plus les équipes ont un périmètre réduit, plus elles ont besoin d'une synchronisation forte, mais qui peut être faite en amont. Plus elles ont un périmètre large, plus elles peuvent travailler en autonomie, mais aussi potentiellement, plus on a besoin de quelque chose d'un peu plus diffus, qui tient plus de la vision, de la communauté de pratique, etc. Voilà.